Bon, je continue. Donc, toujours pour le deuxième chapitre, organisation des entreprises, deuxième année. Donc, on s'est arrêté les options stratégiques. On est arrivé à la dernière orientation, ou bien la dernière option, ou bien le dernier choix stratégique, c'est celui de l'internationalisation. Donc, l'internationalisation, bien lorsque l'entreprise cherche à s'internationaliser, c'est-à-dire commercialiser ses biens et services au-delà du marché local, c'est-à-dire à l'étranger. Donc, une exportation vers l'étranger de ses biens et services. Très bien. Donc, ici, pour ce faire, l'entreprise doit prendre en considération un ensemble de modalités, c'est ce qu'on appelle les modalités d'internationalisation. Donc, j'écris la stratégie d'internationalisation. Donc, c'est grand D, stratégie d'internationalisation. Donc, les modalités d'internationalisation. Les modalités d'internationalisation. Bien. Donc, les entreprises, la première, c'est les entreprises exportatrices. Les entreprises exportatrices. Puis, bon, ici, lorsqu'on parle des entreprises exportatrices, on parle de ce qu'on appelle l'exportation directe. Donc, exportation directe, c'est-à-dire lorsque l'entreprise dispose d'un service d'exportation qui lui appartient. Donc, il a des moyens, donc il a réussi à mettre en place un service d'exportation qu'il utilise pour exporter ses biens et services ailleurs, sur un marché étranger. Bien, puis l'exportation indirecte, donc lorsque l'entreprise se sert d'un ensemble d'intermédiaires pour commercialiser ses biens et services sur un marché étranger. Donc, elle ne dispose pas d'un service qui lui appartient, donc c'est pour cela qu'elle fait appel à des intermédiaires. Donc, ici, pour ces intermédiaires, donc il peut s'agir de, comment dirais-je, les centrales d'achat, ou bien les bureaux d'achat à l'étranger, les courtiers à l'exportation, donc les courtiers qui se chargent ils sont des gens expérimentés qui se chargent de commercialiser les entreprises, les produits surtout des entreprises qui manquent d'expérience sur les marchés étrangers, dans le but de commercialiser leurs produits ailleurs sur le marché étranger, aussi qu'est-ce qu'on appelle les entreprises de négoce et de commerce international. Donc, ce sont des intermédiaires à qui l'entreprise doit faire appel pour qu'ils puissent commercialiser ses produits ailleurs. Puis, exportation directe, exportation indirecte, ou encore exportation en partenariat. En partenariat inter-entreprise. Inter-entreprise. Donc ici, les entreprises qui ne disposent pas des moyens suffisants pour mettre en place un service d'exportation, elles se regroupent entre elles pour réaliser dans le cadre du groupement d'intérêt économique, ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la stratégie d'impartition, elles se regroupent pour constituer un service d'exportation en commun qu'elles doivent utiliser une fois qu'elles en auront besoin. Voilà donc pour l'exportation via les entreprises exportatrices.
Donc d'ici la première modalité. Maintenant on passe à la deuxième modalité, les entreprises internationales. Les entreprises internationales. Donc il peut s'agir ici, lorsqu'on parle des entreprises internationales, de ce qu'on appelle constitution des réseaux de distribution. L'entreprise qui constitue des réseaux de distribution. Donc ici on peut parler de la franchise au niveau international. Donc il y a des entreprises internationales qui mènent cette politique de franchise. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la franchise, lorsque un franchiseur concède à ses franchisés, ce sont des commerçants indépendants sur un territoire donné, donc sur un pays donné, le droit exclusif d'exploiter les droits dialogue, le droit de propriété industrielle de cette entreprise pour la vente des produits de cette entreprise sur le marché étranger. Donc c'est ce qu'on appelle la franchise au niveau international, ou encore ce qu'on appelle la cession de licence au niveau international. Il y a des entreprises étrangères qui disposent d'une licence d'exploitation, mais des sociétés marocaines qui viennent d'acheter cette licence de ces entreprises étrangères pour qu'ils puissent commercialiser les produits de cette entreprise au Maroc. On a les mêmes produits au Maroc. Donc c'est ce qu'on appelle la cession de licence internationale. Ou encore ce qu'on appelle, il y a aussi donc, la cession de licence internationale. Donc toujours construction, les réseaux de construction des réseaux de distribution. Donc ça fait partie de cette donc la franchise, qui est la cession de licence internationale, et aussi ce qu'on appelle les succursales. Donc ici, lorsqu'on parle des succursales, ce sont des entreprises qui ouvrent à l'étranger un bureau qui les représente. C'est ce qui concerne la constitution du réseau de distribution. Puis, aussi, on peut identifier ce qu'on appelle les filiales de distribution. Les filiales de distribution, il s'agit ici des entreprises implantées à l'étranger, et la société mère, elles produisent ici au Maroc pour vendre à ces entreprises qui se situent à l'étranger, qui se chargent de distribuer les produits de... Bon, les filiales, comme on a dit tout à l'heure, les filiales de distribution, donc il s'agit ici des entreprises implantées sur un marché étranger et qui se chargent de commercialiser les produits d'une société mère qui se situe ici par exemple au Maroc, et pour commercialiser les biens et les services de cette entreprise. Donc ils se chargent de distribuer tout simplement. Mais aussi on peut parler de filiales de production. Les filiales de production. Une filiale qui représente l'entreprise à l'étranger. Il se charge de produire et distribuer. Et non seulement la distribution, mais aussi la production. Donc ici, la filiale qui fabrique sur place, sur le marché local, ou pour un marché mondial d'une manière générale, dans le cadre d'une spécialisation internationale du travail. Donc prenons le cas par exemple, entre parenthèses, le cas de la société Renault. Sa filiale au Maroc, c'est Renault Dacia. Et donc, il fabrique et commercialise. Donc, ici, on peut la considérer comme une filiale de production et non pas une filiale de distribution, puisqu'il produit et commercialise même ici au Maroc. Voilà donc pour les modalités d'internationalisation de l'entreprise. Donc, ici, les entreprises exportatrices, on parle de l'exportation, que ce soit une exportation directe
exportation indirecte, ou la exportation en partenariat inter-entreprise, ou encore ce qu'on appelle les entreprises internationales. Il s'agit ici de la constitution des réseaux de distribution, ou bien les filiales de distribution et de production. Voilà donc pour l'internationalisation. Très bien. Bon, voilà, on continue, toujours en ce qui concerne la stratégie d'internationalisation. Donc, on s'est arrêté, comment dirais-je, les modalités de la stratégie d'internationalisation. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle les entreprises multinationales. Donc, ici, lorsqu'on parle des entreprises multinationales, il s'agit ici des entreprises dont la stratégie de production et de distribution, et la stratégie commerciale d'une manière générale se développe au niveau mondial et bien au niveau international. Donc ces multinationales, elles sont caractérisées par un ensemble de critères. Ils se distinguent des autres entreprises exportatrices ou bien même ceux qui sont implantés dans un petit nombre de pays. Donc la multinationale, on parle ici d'une société mère qui détient le contrôle de ses filiales un peu partout dans le monde. Elle est caractérisée par la nationalité variée des dirigeants qui dirigent l'activité de l'entreprise, puis la collecte et la diffusion des capitaux au niveau international et aussi la présence dans de nombreux pays. Donc voilà les principales caractéristiques de ce genre d'entreprise qu'on appelle les entreprises multinationales. Voilà, donc on peut constater voilà donc la préparation de la stratégie, elle se prépare au niveau international. Bon, maintenant on passe, on va essayer d'analyser quel est l'intérêt que les pays d'accueil peuvent tirer de ces entreprises multinationales, et la même chose pour les entreprises ou bien les pays d'origine. Donc les pays d'origine et les pays d'accueil. On va essayer d'analyser quelques opportunités et quelques menaces pour les deux, que ce soit les pays d'origine ou bien les pays d'accueil. Bon, on passe aux opportunités. Donc pour les entreprises ou bien pour les pays d'origine, par exemple une entreprise marocaine on peut la considérer comme une entreprise multinationale et commercialise ses produits un peu partout dans le monde ou bien ses services. Donc ici, le Maroc, c'est le pays d'origine. Quelles sont les opportunités qu'on peut constater? Donc premièrement, on peut constater un rayonnement international. Donc une entreprise marocaine qui se trouve un peu partout. Donc ici le Maroc, on voit, donc il y a un certain rayonnement au niveau international. Puis ce qu'on appelle un rapatriement à terme des bénéfices. Donc on bénéficie en quelque sorte pendant une longue durée. Puis les moyens d'accès à des nouveaux débouchés pour l'entreprise. Et parmi les menaces, donc ici, une société marocaine qui exploite ou bien qui investit ailleurs. Donc ici, on peut constater une fuite des capitaux qui sont investis à l'étranger. Si par exemple on les investit au Maroc, on peut participer directement à la croissance économique du pays, mais ils sont investis ailleurs, à l'étranger. Donc c'est une fuite des capitaux. Puis la perte d'emploi aussi. Donc lorsque les entreprises travaillent ici au Maroc, donc on peut participer d'une manière importante à l'absorption du chômage, donc création des occasions d'embauche ici au Maroc. Puis les moindres ressources fiscales aussi, le pays ne bénéficie pas au niveau des impôts. Bon, pour les pays d'accueil, c'est-à-dire les pays étrangers dans lesquels l'entreprise, par exemple marocaine, travaille, donc au niveau des opportunités, donc on contribue à la croissance de l'économie et le développement de l'emploi dans les pays d'accueil. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui le Maroc, dans la politique économique du Maroc, on encourage des investissements étrangers au Maroc. C'est pour cela qu'on puisse donc faire bouger un petit peu l'économie et la croissance de l'économie nationale. Puis les apports de technologie, donc les pays
d'accueil, donc ils ont bénéficié de la technologie introduite dans le pays, puis les apports fiscaux, donc les pays aussi, donc ils bénéficient des taxes et des impôts payés par les entreprises multinationales, puis l'entrée des capitaux dans ces pays d'origine. Et par contre, les menaces, quelques menaces qui concernent les pays d'origine, donc crainte d'une domination industrielle et technologique, donc l'entreprise multinationale qui investit dans un pays, donc ici on peut constater une certaine domination industrielle et technologique. Puis parfois on trouve surtout l'opposition, une contradiction entre les intérêts du pays et ceux des entreprises multinationales. Donc on peut parfois l'opposition entre les intérêts des deux, que ce soit les entreprises multinationales ou bien les pays d'accueil. Aussi, sortie des capitaux, rapatriement du profit. Le profit réalisé par les entreprises multinationales sur les pays d'accueil, donc il sera donc transformé vers le pays d'origine. Donc les entreprises ne bénéficient pas de ce bénéfice réalisé sur leur pays. Voilà donc pour les entreprises multinationales. Maintenant, on passe aux avantages et aux limites de la stratégie d'internationalisation. Voilà. Les avantages et les limites. Parmi les avantages de la stratégie d'internationalisation, donc on peut constater un marché potentiel plus vaste, donc ici pour l'entreprise qui travaille ailleurs, donc on peut donc disposer d'un marché très vaste potentiel, puis diminution du coût avec les économies d'échelle. Donc lorsqu'il s'agit des marchés étrangers, l'entreprise qui a réussi à satisfaire la demande locale, donc il va encore, donc si jamais il y a un besoin à l'extérieur, l'entreprise va augmenter la cadence de production et procéder à une production de masse, puis la liquidation de cette production ailleurs. Donc c'est un avantage pour l'entreprise. Puis les gains fiscaux au niveau de l'entreprise lorsqu'il commercialise ailleurs, puis les gains de change. Donc ici on commercialise sur le pays étranger, donc l'entreprise va bénéficier des gains de change de devises, échange de devises, etc. Voilà, donc on va écrire ces avantages. Donc marché potentiel plus vaste. Voilà, marché potentiel plus vaste, puis diminution du coût. Diminution du coût avec la réalisation des économies d'échelle, puis les gains fiscaux, aussi les gains de change. Voilà quelques avantages. Puis pour les limites, donc l'entreprise est confrontée à de nouvelles pratiques et des nouvelles règles et des nouvelles lois du pays d'accueil. L'entreprise confrontée à des nouvelles politiques, pratiques et lois des pays étrangères, puis instabilité de taux de change parfois,
instabilité du taux de change et risques politiques, économiques et financiers. Les risques politiques, économiques et financières. Voilà donc pour les avantages et les limites de la stratégie d'internationalisation. On a donc terminé avec ce chapitre. On a bien analysé 5 options stratégiques: la spécialisation, la diversification, l'impartition, l'intégration et l'internationalisation. Donc la séance prochaine, on va essayer de travailler des cas pratiques pour vous permettre de mieux assimiler, de mieux comprendre de quoi s'agit-il et de mieux comprendre le domaine d'application de ces politiques stratégiques. Donc jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah.